5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On évoque cette décision qui sonne le glas du transport mixte au Bénin. On les observait pantois en circulation. Le scénario est très souvent inquiétant. Des passagers assis à l'étroit dans des véhicules chargés à bloc de marchandises, des hommes et des femmes qui covoyagent allègrement avec des coques, du bétail, des sacs de riz, des paniers de tomates, de l'igname, du manioc. Bref, un peu de tout. Ils se cramponnent à poser une fesse au-dessus d'un colis, à trouver une petite place pour les jambes. C'en est désormais terminé. Le gouvernement siffle la fin de la récréation. Le transport mixte est désormais interdit au Bénin. Plus de voyageurs qui se déplacent en compagnie de marchandises. On se penche bien sûr sur cette décision avec autour de la table deux invités. Auguste Adiovi, directeur des études de la réglementation et du contrôle du côté de l'ANAT. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Parfait, ça va. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Ça va. Juste à côté de vous, docteur Corvi il est le chef du service régulation du comportement des usagers de la route au Centre national de sécurité routière, c'est bien sûr le CNSR. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À ces deux invités, donc, s'ajoute William Apollinaire Tchoki. Bonjour. Bonjour, Emmanuel. On devrait avoir sur ce plateau monsieur Rabiou Garba, président du syndicat des transporteurs et importateurs associés du Bénin, le Centra INAB. Malheureusement, jusqu'à présent, nous ne l'avons pas vu. Allez, on va donc larguer les amarres pour le compte de ce forum de discussion. William, nous étions mardi dernier sur ce plateau pour déjà opiner sur le sujet, et bien évidemment il y a quelques informations supplémentaires qui forcément peut-être fatalement nous ont échappé. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, mais avant on va voir ce reportage de Ulvaïus Balogun qui nous permet d'avoir quelques éléments d'appréciation. La pratique à la peau dure. Des camions, taxis et autres minibus surchargés de personnes et de marchandises circulent en toute violation des tests de loi, mettant dangereusement en péril la vie des personnes. Le transport mixte est un phénomène effectivement qu'on rencontre au niveau des autocars, c'est-à-dire le transport à la fois de personnes et de marchandises. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque vous avez dans un bus et voyageurs et marchandises, on ne le souhaite pas. Lorsqu'il y a des dégâts, eh bien, il y a beaucoup de morts. C'est ce qui explique cette rencontre de vérité qui se tient ici entre les transporteurs, la police républicaine, le Centre national de sécurité routière et l'Agence nationale des transports terrestres. L'objet fondé de notre rencontre aujourd'hui, c'est la concertation. C'était d'abord de les écouter, de comprendre les défis qu'ils ont, mais aussi de pouvoir montrer ensemble les risques associés au transport mixte. On a parlé de la sensibilisation qui va commencer très bientôt. On a parlé de la répression qui devra suivre normalement après avoir mené les campagnes de sensibilisation contre le transport mixte. On a aussi abordé le sujet de la réglementation de tarifs. Il s'agit donc, à travers cette rencontre d'échange, de poser le diagnostic et trouver des solutions. C'est une série quand même d'actions qu'on a envie de faire ensemble et pour pouvoir pousser au dehors ce phénomène qui est souvent source de beaucoup de cas d'accidents. Nous allons observer une période de sensibilisation et pendant cette période, nous allons mettre les bouchées doubles pour sensibiliser les nôtres. Nos syndiqués sont des gens très responsables. Ils connaissent bien le danger que ça représente de mettre à la fois des personnes et des marchandises ensemble. Je pense qu'avec ces sensibilisations, nous allons régler ce problème-là. C'est dire que d'ici quelques jours, le transport mixte devra être conjugué au passé, sinon, place à la répression. Alors, monsieur Auguste Adiovi, la période de sensibilisation est terminée, n'est-ce pas? Ou ça se poursuit toujours? Oui, la période de sensibilisation, au fait, on a fait la descente effectivement sur le terrain, on a sensibilisé les acteurs et on a collecté beaucoup d'informations à leur niveau. Et à la fin, ils ont posé des doléances, c'est-à-dire de poursuivre encore la sensibilisation parce que c'est devenu une éducation carrément pour eux. Et dans des zones, il y a des zones où vraiment ils sont obligés d'aller à ces pratiques. Donc, je crois que le point sera fait à l'autorité
et qui est à l'autorité de décider de la suite à donner. D'accord. Alors, quels sont les mobiles qui ont poussé à la prise de cette décision? Alors, c'est son Excellence, Monsieur le ministre du Cadre de Vie, qui a fait le constat sur les axes routiers que désormais, il y a des chargements mixtes. On met des marchandises avec les passagers et l'insécurité totale, ce qui engendre les cas d'accidents mortels sur nos axes routiers. Donc, le ministre a instruit alors le directeur de l'Agence nationale des transports terrestres à trouver des solutions, des voies et moyens pour éradiquer cette pratique. Et c'est à cet effet qu'une séance a été organisée, ce que vous avez montré tout à l'heure à l'atelier. Une séance a été organisée pour réfléchir sur la question et décider. C'est de là qu'il a été décidé 2 semaines de sensibilisation avant la répression. Donc voilà, sur le terrain, on a observé beaucoup. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Chargement hors gabarit, chargement mixte, tout est foutu. On ne comprend rien. On charge jusqu'à ce que le véhicule est complètement affaissé. Les pneus se cassent n'importe comment sur les axes routiers. Aucun contrôle. Donc vraiment, pour arriver à un changement de comportement, effectivement, il faut aller dans les phases de sensibilisation pour éradiquer ce problème. Ça on va faire le point et l'autorité va décider de la suite. Alors, monsieur docteur Yete, on sait que c'est un comportement, c'est une pratique qui a cours depuis plusieurs années, malheureusement, dans notre pays, sous le silence donc, des autorités. Aujourd'hui, comme on le dit, ils sont comme des bois secs, difficiles de redresser. Est-ce que vous pensez qu'en 2 semaines, au départ en tout cas de ce qui a été dit, on pouvait changer les habitudes, juste comme ça, parce qu'on a sauté une décision? Vous savez, le changement de comportement, c'est un processus de longue haleine. Mais il y a quand même deux rectificatifs qu'il faut apporter. Il faut reconnaître quand même que notre pays n'est pas resté silencieux face à l'encadrement de ce comportement. J'ai coutume de le rappeler, ce comportement il est encadré depuis 1956. Depuis 1956, avec l'arrêté général de 1956, quand vous prenez l'annexe 15 de l'arrêté général de 1956, je crois en son paragraphe 38, si ma mémoire est assez précise, mais c'est l'annexe 15 qui pose le principe du chargement mixte, de l'interdiction du chargement mixte. Après, je crois en 82, avec la convention RAP2, ce comportement a été encore incriminé. De façon peut-être un peu restrictive, mais elle vient compléter l'arrêté général de 1956. Donc on ne peut pas dire que notre pays est resté, on va dire, silencieux face à cette question. Et à côté de ces instruments qui encadrent l'interdiction, qui régulent le chargement, il y a eu des actions. Il y a eu au Centre national de sécurité routière, nous avons cette longue tradition de sensibilisation, nous savons que faire ça d'ailleurs au Centre national de sécurité routière. Et puis il y a eu aussi des phases de répression. Nos forces de l'ordre ont pendant longtemps réprimé ce comportement. Mais il y a que parfois des pratiques, on va dire, il y a des résurgences en matière de pratique. Et donc c'est cette résurgence que l'autorité de tutelle a constaté et a simplement voulu qu'on mette davantage l'accent sur cet aspect-là, comme d'autres aspects. Je veux parler de la lutte contre l'excès de vitesse en agglomération, la lutte contre le chargement, la surcharge, la surcharge qui est différente du hors-gabarit. Le hors-gabarit, en fait, on va l'apprécier par rapport aux dimensions, à la silhouette du véhicule. Hors gabarit par rapport à la largeur, hors gabarit par rapport à la hauteur, hors gabarit aussi par rapport à la longueur. Donc le gabarit, c'est véritablement par rapport aux dimensions. Mais la surcharge, elle a vocation à agir sur le respect de la charge, en réalité. La charge à l'essieu ou bien la charge totale du véhicule. Donc, pour en revenir à votre question, c'est... la sensibilisation à elle seule n'a jamais, on va dire, amélioré le comportement. C'est un processus.
dans le processus en vue du changement de comportement, vous avez, en tout cas pour nous en sécurité routière, vous avez essentiellement 3 pôles. Vous avez la sensibilisation. Elle est efficace dans la mesure où elle permet d'asseoir des comportements durables. Mais elle met du temps. Elle met du temps. Je suis chrétien catholique, mais ça fait 2000 ans que le Christ il est arrivé. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que tous les chrétiens catholiques suivent ces préceptes? Non. Pourquoi? Parce que, en fait, la sanction qui devait accompagner est simplement de l'ordre de la morale. C'est au tribunal de chaque conscience. Donc, la sensibilisation, elle est efficace, certes, mais elle a besoin d'être répétée sur une longue période pour que le comportement puisse changer. C'est pourquoi, à côté de la sensibilisation, il y a dans ce triptyque-là, il y a ce que je vais appeler globalement les mesures de police. Donc, dissuasion d'une part, répression d'autre part. Et puis, il y a le troisième pôle qui est celui de l'ingénierie. Ça peut être de l'ingénierie routière ou ça peut être de l'ingénierie liée à la mécanique pour qu'en dehors même de toute répression, que l'usager de la route se sente obligé d'adopter le comportement qu'il faut. C'est par exemple quand on met des ralentisseurs sur une voie publique, à un moment donné, pour casser la vitesse, s'il n'y a pas de policier, il n'y a personne, mais cette mesure d'ingénierie va amener le conducteur à se conformer à l'obstacle qui est là et à ralentir. Ça peut être aussi comme d'autres dispositifs d'ingénierie mécanique, comme les radars fixes et autres qu'on peut mettre, ou des systèmes de limitateurs de vitesse, etc. Donc, nous avons conscience que nous ne comptons pas exclusivement sur la sensibilisation pour emporter la conviction des populations. Il y aura ce schéma en trois pôles qui va se dessiner, que nous n'inventons pas, qui d'ailleurs gouverne toutes les mesures de sécurité routière. D'accord. Alors, William Tchoki, on a pointé du doigt mardi dernier, évidemment, déjà le délai trop court de la sensibilisation de semaines, et ensuite le manque d'alternatives pour, évidemment, les usagers de la route. C'est vrai que la décision, moi, je la salue. Parce que ça vient corriger quand même un certain comportement qu'il faut décourager. La surcharge, le fait qu'on met des bagages sur les voitures, et parfois les voitures elles sont presque croulantes. Je suis d'accord pour la décision qui est prise. Ça corrige ce comportement. Mais moi, je me dis 2 semaines pour arrêter cela, ce n'est pas possible. Vous l'avez dit, la décision est prise depuis 1956. Et en 82, on est revenu dessus. Et puis à un moment donné, on a laissé aller. Et les gens ont pensé que c'est la norme. On peut faire avec. Je prends un exemple très simple. Quelqu'un qui quitte par exemple Parakou, enfin, on prend un véhicule 5 places, mais 9 places on dit, et que chacun d'eux, ils ont une valise. Alors, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que ces gens-là vont laisser leur valise sur la voiture, dans la voiture, ou bien mettre leur sac dans une autre voiture, espérant qu'à leur destination, qu'ils auront leur colis? C'est des questions que je me suis posées moi. Je me suis dit, mais est-ce que cela est aussi possible comme ça? Non. Le problème que moi j'ai vu, c'est parce qu'à un moment donné, le transport en commun a disparu. S'il y avait le transport en commun, ce problème serait résolu une fois pour de bon. Je prends l'exemple par exemple du train. Je sais que par le passé, il y avait des wagons qui prenaient les bagages. Même avec le train, on arrivait quand même à jongler et puis on arrivait à prendre nos valises et nous-mêmes nous voyageons calmement. Mais avec les voitures, on a laissé aller. Et puis, à un moment donné, c'est une pagaille qui s'est installée partout. C'est vrai que j'ai suivi le reportage où le transporteur dit que nos syndiqués sont aussi responsables, qui vont essayer de respecter. Mais je me dis, combien pourront prendre de passagers pour les dire, OK, je vous prends vous seul, vous laissez vos colis à une autre voiture qui va ramener vos colis. Aujourd'hui, il y a une crise de confiance entre nous Béninois. Il faut le reconnaître. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas sûr de vouloir voyager. Je laisse mon sac à une autre voiture et moi je entre dans une autre voiture et qu'à destination que je suis sûr d'avoir mon sac. On se dit mais est-ce que c'est vraiment vrai que ce colis va venir à destination? Donc il y a toutes ces questions que moi je mets sur la table et je me dis quelque part c'est bien la décision, mais 2 semaines pour arriver à bout de ce fléau, ce serait vraiment un peu utopique à mon niveau. L'autre chose que moi je voudrais peut-être attirer votre attention dessus, c'est par rapport à la qualité des voitures qui sillonnent sur nos artères. Est-ce que vraiment nous voyons ces voitures qui sillonnent sur nos artères aujourd'hui? Des voitures qui sont prêtes, j'allais dire, amorties, qu'on ne doit plus avoir en circulation, que nous voyons. Et quelque part, on se dit, mais ces voitures, est-ce qu'il y a des visites techniques vraiment? Est-ce que vraiment c'est fait
selon les normes et que ces voitures ont respecté les normes, on les a laissées circuler. Parce que parfois même ces voitures ne respectent pas les normes. Et parfois même à l'intérieur, on a plus de passagers qu'il en faut. Je me dis, si on partait de ces petits principes-là, on pourrait arriver peut-être à décourager ce transport mixte. Si une voiture est de 5 places, de façon rigoureuse, que les 5 personnes restent dans la voiture. Parce que parfois, on prend des taxis où ils mettent 2 devant, le chauffeur à côté, parfois même 3, et puis le gars, il a même une partie de son corps au dehors. Et ça sillonne sur nos acteurs. Il y a les forces de sécurité qui voient, il y a même parfois, excusez-moi du peu, les agents comment va votre centre sécurité routière parfois, qui sont là, mais parfois ils sont impuissants parce qu'ils se disent, mais ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut arrêter toutes ces voitures en circulation? Je me dis, si on partait de ces petites fautes commises par ces agents, ces transporteurs, on pourrait en arriver un jour à décourager le transport mixte. Mais dit 2 semaines, décourager cela. L'autre chose aussi, vous savez, il y a des bonnes dames qui vont par exemple acheter des marchandises. Et puis parfois, elles achètent leurs produits, elles quittent un village pour un autre. Je pense par exemple Orange ou bien d'autres spéculations vivrières. Et elles cherchent sauvagement leurs produits dans la voiture et elles sont seules dans la voiture. Là encore, je comprends cela, c'est faisable. Alors, si elles sont 3 à acheter les produits et qu'on leur dit, ok d'accord, vous allez rentrer vous dans une autre voiture, les marchandises dans une autre. Encore que cela est possible si c'est transport entre pays, je sais, il y a des gens, des femmes qui vont acheter des produits au Nigeria, qui confient leurs colis à des taximens et qui les ramènent. Mais transport interurbain, vraiment, je me dis, est-ce que cela sera aussi possible dans un laps de temps, 2 semaines pour décourager cela? Ça va être trop dur. Parce qu'il faut d'abord préparer les gens à avoir des voitures qui ne transforment que des marchandises et des voitures qui ne transportent que des hommes. Est-ce qu'on en est là encore? Oui, monsieur Adjouvi, justement, on va aller au cas par cas. On va y aller au cas par cas. William pose la question, ceux qui doivent désormais voyager avec des bagages, comment est-ce qu'ils font? Voilà, donc il faut mieux clarifier effectivement cette partie de la décision. On n'a jamais interdit aux passagers de voyager avec son colis, ni son bagage. Colis, bagage, ce n'est pas marchandise. C'est différent. Et les tests, l'arrêté 021 qui réglemente les transports routiers en République du Bénin stipule bien qu'il y a une franchise de 30 kg qui est prévue pour chaque passager. 30 kg, franchise, c'est prévu pour chaque passager. Et les véhicules utilitaires, ils ont leur endroit où il faut placer les bagages et les colis. C'est la malle arrière. Et tout le monde connaît ça. Maintenant, il y a des colis peut-être qui ne peuvent pas rester dans la malle arrière, mais lorsque le véhicule a des porte-bagages en haut, on peut poser ces objets au-dessus. C'est-à-dire, et ça doit respecter quand même le poids total à charge du véhicule. Le véhicule ne doit pas être en surcharge. Donc, si le passager a droit à 30 kg, si ces colis restent dans les normes de 30 kg, le point se pose pas. On prend ça. C'est différent de marchandises. Donc, il n'a jamais été interdit à un passager de voyager sans son colis. Ni son bagage. On en vient à présent aux marchandises. Marchandises. Voilà, il y a une bonne dame qui a acheté une marchandise, puisque elle veut aller vendre ça dans son marché local. Donc, souvent, il y a des véhicules qui sont destinés au chargement des marchandises, tels que les bâchers. Il y a des véhicules spécifiques qui sont destinés à ça. Les véhicules utilitaires, lorsque, par exemple, ce véhicule veut prendre les marchandises de cette dame, il peut mettre ces marchandises dans la malle arrière, ou soit sur les porte-bagages en haut, et respectant le poids total à charge du véhicule. Il peut voyager, mais aucun colis à l'intérieur du véhicule. C'est les endroits où les bagages restent, les colis restent. Mais à l'intérieur du véhicule, aucun colis, aucun autre colis. Bon, c'est rien que les passagers qui doivent rester, oui. Et en lieu et place des passagers, oui. Et si un conducteur décide de charger quand même des colis en lieu et place des passagers, avec un seul passager devant, par exemple. C'est un transport mixte déjà. C'est déjà un transport mixte. C'est déjà un transport mixte. Oui, tout à fait.
D'accord. Docteur je crois votre collègue il a posé une série de questions et qui vraiment amène à clarifier. La notion, et je l'ai dit la dernière fois sur PIS Radio, la notion de transport mixte est une notion polysémique. Ce qui est, on va dire, ce qui est condamné ici, ce qui n'est pas toléré ici, c'est le transport consistant à mettre des individus passagers d'un véhicule dans le même habitacle que des marchandises. Un autocar de transport de voyageurs, il y a des sièges qui occupent des marchandises, il y a des sièges qui occupent des passagers. C'est du transport mixte. Un véhicule de tourisme affecté au transport en commun de voyageurs. Je prends une 605 ou une A26, 5 places, 9 places, 6 break, affecté au transport en commun de voyageurs, dans lequel on met 3 passagers, le reste des places passagers, ces places-là sont occupées par des marchandises. C'est du transport mixte, c'est de ça qu'il s'agit. Toujours un véhicule de tourisme affecté au transport en commun de voyageurs, dans lequel on va abaisser les sièges et on va entasser de la marchandise dans ce véhicule. À l'insu même de tout passager, il n'y a que le conducteur, c'est du transport mixte. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas le transport mixte vu sous l'angle, par exemple, du méroutage. C'est-à-dire que vous avez mis un camion dans un navire, ce camion lui-même, il y a de la marchandise, non, le navire transporte le camion, c'est du transport mixte, mais c'est du transport mixte légal. D'accord? Du ferroutage. Vous avez mis un camion dans un wagon. Ce camion, il y a de la marchandise. Le wagon, le train qui transporte le camion avec, c'est du transport mixte, mais c'est légal. D'accord? Donc, ce qui est vraiment, on va dire, condamné ici, ce qui est interdit ici, c'est cette mise en commun à la fois de voyageurs, de transporteurs ou le changement de destination du véhicule. Un véhicule affecté au transport de marchandises, vous en faites un transport de personnes, ou un véhicule affecté au transport de personnes, vous en faites un transport de marchandises. Maintenant, pour ce que vous avez dit, colis, marchandises et autres, il n'a été jamais dit, et ça aussi il faut clarifier, il n'a été jamais dit que vous, Monsieur Tchoki, vous voyagez de Parakou à Boycon ou à Cotonou, vous ne devez être que vous seul dans votre véhicule et votre valise doit être transportée par quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas ça. Non, en fait, ce qu'il dit, il peut arriver que je peux avoir 3 colis. Oui, bien sûr. Si comment je fais on va en parler. Non, sur la franchise. Ouais. Sur la franchise, il faut nuancer un peu. Peut-être qu'il n'est pas allé au bout, il faut nuancer. La franchise, nous la connaissons tous. En réalité, c'est parce que il manque encore un peu d'organisation dans ce transport routier. Sinon, la franchise, en fait, c'est le nombre maximum de kilos que vous transportez entre guillemets gratuitement parce que compris dans le prix du voyage. Vous voyagez, c'est 7500 par autocar. On va considérer que dans ces 7500, le prix du colis jusqu'à 30 kilos, eh bien, c'est compris dedans. Ouais. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que si je suis seul, je prends une A26, et puis je veux quitter Parakou pour Cotonou. Ça ne veut pas dire que je ne suis autorisé que à mettre une valise de 30 kilos. Non, je suppose que j'ai 3 valises. D'accord? Normalement, ce qui aurait dû être fait, si c'était bien organisé, c'est que les 2 autres valises sont des suppléments bagages. Si le transport est bien organisé, les 2 autres valises sont des suppléments bagages que vous allez payer pour ça. Ouais. Donc, le conducteur, il est autorisé à prendre tous vos bagages, les 2 autres colis, mais dans la limite de la charge qui est autorisée pour son véhicule, ce qu'on appelle la charge utile. Et généralement, pour nos véhicules de tourisme, là, 5 places, même les breaks, votre charge utile, elle va tourner autour de 450-480 kilos. Conséquence, c'est quoi? Pour la bonne dame qui est allée à Tokpa et qui a acheté, c'est pourquoi moi je nuance aussi.
Ça peut être de la marchandise. Elle a acheté 20 kilos de gari, elle a acheté 20 kilos de tapioca, elle a acheté du cucru pour 5 000 francs qu'elle veut venir vendre à nos jeunes étudiants. Son colis, c'est aussi de la marchandise. D'accord? Comment est-ce qu'elle fait dans ce cas? Elle le mettra dans le véhicule. Je suppose qu'elle a acheté tout ça là, ça fait 200 kilos. Si le transport était bien organisé, c'est que les 30 premiers kilos, c'est une franchise pour elle. D'accord? Elle va disposer ça. Le reste, les 170 restants, on va les entreposer dans la malle arrière, puisque et je vais vous expliquer pourquoi il faut respecter ce principe de l'arrimage des charges. On va mettre ça dans la malle arrière, et généralement nos taxis ont le système de porte-bagages. Le reste du colis, on va considérer ça, puisque la malle arrière devant être fermée. On met les colis, on ferme. Le reste des bagages, les 170 qui restent, on va l'entreposer sur le toit du véhicule, puisque la réglementation organise cela. D'accord? Et elle va transporter cela, elle viendra chez elle, elle aura eu 200 kilos. Le conducteur, le responsable du taxi ne sera pas en surcharge, puisque sa charge utile, il est autorisé à transporter jusqu'à 480 kilos. La bonne dame, elle a des colis ou marchandises, selon ce que vous voulez, qui lui fait 200 kilos, il n'est pas en surcharge, c'est bien arrimé, il rentre chez lui. Donc, il faut vraiment nuancer. Si, par extraordinaire, elles sont 5 bonnes dames, justement, avec 200 kilos, on est à 1000 kilos, on ne peut pas tout transporter. Ça veut dire qu'on doit chercher, le directeur il y avait eu un lapsus, on doit chercher en ce moment un véhicule utilitaire, c'est-à-dire une bâchée, un minivan, un véhicule qui est affecté au transport de marchandises pour transporter le supplément. C'est tout ce qu'on demande. On ne dit pas aux gens, mettez systématiquement vos colis ailleurs et puis voyagez dans un autre. Non, ce n'est pas ça. Vous mettez vos colis dans le respect de la charge utile du véhicule. Le supplément, vous les mettez ailleurs. Sur les véhicules que vous avez remarqué, les véhicules, on va dire, défectueux, les véhicules, il ne faut pas qu'on se le cache. Notre pays a fait l'option de l'importation du matériel usagé. Quand vous regardez dans... Il faut continuer dans cette lancée? Vous savez, en matière de circulation routière, c'est aussi du réalisme. Si on décide que plus aucun véhicule, la réglementation dit quoi? Les véhicules que nous achetons au port, là, on l'a dit, les petits véhicules, c'est 10 ans. Jusqu'à 10 ans d'âge, ça peut rentrer. Les camions, jusqu'à 13 ans d'âge, ça peut rentrer. Imaginez un instant où on dit, on ne veut plus de parc de vente de véhicules d'occasion. Et vous supprimez, nous, tout ce qui est SMEPO dit là, on ne veut plus de véhicules d'occasion, on ne veut que des véhicules neufs. Vous savez ce qui va se passer en moins de 3 mois? On va bloquer l'économie. Donc, l'organisation du transport, en acceptant responsablement, de façon responsable, d'importer du matériel d'un certain âge, c'est du réalisme politique et c'est du réalisme économique. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand ce matériel est en circulation, il ne faut pas assurer l'entretien qu'il faut. Ça, c'est de la responsabilité d'abord du propriétaire d'assurer l'entretien courant, l'entretien périodique de son véhicule, et puis après le contrôle technique qui va suivre. Donc, il faut pouvoir nuancer sur ces deux choses-là. Et puis, pour terminer... Oui. Troisième chose, je crois que j'ai répondu à ça puisqu'il avait évoqué la question de la pluralité de marchandises. Avant de continuer ce forum de discussion, on va prendre les avis des internautes parce qu'ils ont aussi contribué au débat au travers donc, de la question du jour que nous lui avons adressée sur nos différentes plateformes, notamment la page Facebook de 5 sur 7 matin et Maurice Tonton qui est de retour donc avec nous pour relayer pour nous les avis des internautes. On va revisiter rapidement la question du jour. Que pensez-vous de l'interdiction des transports mixtes? Et c'est bien précisé, entre parenthèses, passagers plus marchandises au Bénin. Que pensez-vous donc de l'interdiction? Que pensez-vous de l'interdiction donc des transports mixtes, passagers plus marchandises au Bénin? Voilà la question que nous avons adressée à nos amis les internautes. Maurice Tonton, bonjour. Bonjour Rodrigue Herman Amégan, bonjour à tous et bonjour
à toutes. Retour parmi nous. Merci de m'accueillir. Je suis également, merci William, je suis également heureux de vous retrouver sur le plateau de 5 sur 7 matin. Il faut dire que la question du jour de ce mardi a fait réagir évidemment les internautes, mais beaucoup de réserves par rapport à cette décision des autorités de notre pays concernant donc le transport mixte au Bénin. Il faut dire que les internautes ne comprennent pas, beaucoup ne comprennent pas cette situation. Ils estiment que ça va avoir un impact négatif, notamment sur le plan économique, en ce qui concerne le coût des transports qui pourrait se relever selon certains. Ils ont également posé un certain nombre d'interrogations que j'espère les autorités qui sont en plateau pourront apporter des clarifications. On va commencer par les avis qu'on a eu sur Facebook. Abraman Boussou dit: ce n'est pas salutaire car avant l'interdiction, il aurait fallu faire quelque chose d'abord. Si je quitte Sinandé pour Parakou avec mon colis, j'aurais désormais à faire 2 taxis, c'est ça, s'interroge-t-il. Mais où est l'argent, 5 internautes qui dit pourquoi toujours le gouvernement prend des décisions sans consulter la population. Ça ne marchera pas à moins que le gouvernement prenne en charge une partie du prix et met à la disposition des chauffeurs de bus des bus confortables pour les passagers et d'autres bus pour les marchandises, conclut Abraman Boussou sur la page Facebook de 5 sur 7 matin. Toujours sur cette même page Facebook, Jean Zounon nous dit: c'est très difficile de comprendre cette décision de nos autorités de transport. On se lève un matin, on prend une décision sans concertation ni consensus avec les transporteurs. Il faut savoir, écrit-il, que le Bénin ne se limite pas seulement aux grandes villes, ce sont aussi les petits villages, et puis toutes nos infrastructures routières posent problème car elles ne sont pas toutes praticables, souligne cet internaute. Moïse Assoclé, quant à lui, dit: je pense que c'est une bonne chose car le gouvernement est dans son rôle de veiller au bien-être de la population et cela va permettre aux passagers de voyager à l'aise et d'éviter les pertes en vies humaines sur nos axes routiers. Seulement que ce sera un peu contraignant, nuance-t-il quand même, qui dit surtout aux conducteurs de taxi et aux usagers de ces véhicules, conclut Moïse Assoclé. Encore 2 commentaires sur cette interrogation matinale. Rodrigue Rikbossou nous dit: c'est un idéal que les dirigeants visent, mais rappelons que le Bénin ne se limite pas à Cotonou. Dans le même temps où l'essence coûte cher, le gazole aussi, et on interdit le transport mixte, s'interroge-t-il. Cette décision est à revoir, que l'État transporte alors ceux dont les populations ont besoin dans chaque zone et elles iront à l'heure tout simplement s'en procurer dans les marchés de proximité. Autrement, vous voulez que les produits nous reviennent à combien, s'il vous plaît? Soyons réalistes, s'exclame Rodrigue Rikbossou. On va terminer avec le commentaire de Eloge Wilbot Bidé qui nous écrit sur la plateforme X, anciennement appelée Twitter. Il dit: c'est une décision dure mais salutaire. Les transporteurs ne vont pas aimer, mais nous serons tous obligés de nous y conformer car cela va de notre sécurité tout simplement. Comme je vous l'ai dit, voilà donc en substance ce que les internautes ont passé de la question du jour. Merci beaucoup Maurice Tantan, on se retrouve demain par ici. Mais en attendant, un dernier tour de table sur la question. Monsieur Adoui, vous avez écouté donc les internautes. Et ce qui craint justement, c'est que cet excédent de ce que vous appelez la franchise, cet excédent qu'on va déposer dans un autre véhicule, on puisse payer pour, et donc fatalement et forcément, donc cela revient plus cher. Si c'est un produit de consommation, cela revient plus cher au dernier consommateur. C'est désormais un peu comme la TVA. C'est supporté par le consommateur final. Oui, bon, à entendre les internautes, ils n'ont pas une compréhension nette de la décision, c'est ça. C'est-à-dire, ils croient que le passager voyagerait désormais sans les colis. Et les colis seront transportés par un autre véhicule. Ce n'est pas ça. Vous devez voyager avec les colis. On a expliqué de long à large ici. La décision n'a jamais refusé de voyager avec les colis ni bagages du passager. Mais ça doit respecter les règles, les tests en vigueur. Et on a parlé de la franchise de 30 kg, qui est la franchise de 30 kg réservée à chaque passager. Et même, le docteur Yetel a expliqué, au-delà de la franchise, il y a le surplus de bagages, vous devez payer. Et que quand vous payez ça, l'essentiel est que cela ne dépasse pas la charge utile du véhicule. C'est tout.
Si ça dépasse la charge utile véhicule, vous êtes en surcharge, vous ne pouvez plus. D'accord. Donc voilà, il faut comprendre, il faut nuancer, il faut que la population comprenne bien que ce n'est pas interdit de voyager avec son colis. D'accord. Voilà. Docteur Ete, qu'est-ce que vous avez voulu dire à propos donc je crois qu'on avait déjà répondu à la préoccupation parce qu'il y avait, on va dire, cette mésintelligence en termes de compréhension. Je crois que c'est réglé. Et pour celui qui estime qu'il ne comprend pas du tout cette décision, c'est simple. Cette décision est prise parce que le transport mixte participe de la survenue des accidents de la circulation à deux proportions. Une proportion de 20% où le transport mixte sera cause de l'accident, simplement parce que la marchandise ou les marchandises entreposées dans un point singulier de la route, que ce soit un virage ou une descente, peuvent contribuer à changer le centre de gravité du véhicule, donc déstabiliser le véhicule qui est dans une course normale et entraîner des accidents de la circulation. Dans une proportion de 20%, ce transport mixte va contribuer à cela. Dans une proportion de 80%, le transport mixte va se comporter, en tout cas les marchandises en transport mixte vont se comporter comme des objets d'aggravation de l'accident, parce que quand on reviendra ici peut-être pour faire une analyse séquentielle de l'accident et vous verrez que c'est 4 étapes: la phase de conduite, la phase d'urgence, la phase de rupture et puis la phase de collision. Dans les 3 dernières phases, urgence, rupture, collision, eh bien les marchandises qui se baladent déjà dans l'habitacle du véhicule vont causer des dégâts sur chaque passager avant même que la collision ne se réalise. C'est-à-dire que des gens vont se retrouver avec des sacs de 100 kg dans le cou, des gens auront un pied cassé parce que le sac serait tombé, etc. Donc, facteur d'aggravation des accidents de la circulation. Et nous pensons que le gouvernement c'est un devoir pour l'exécutif d'assurer la protection de ses citoyens. Et c'est dans cette logique-là que la décision, elle n'est pas prise, que la mesure est en train d'être, on va dire, rappelée à chaque usager. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Kowi Ete. Vous êtes le chef du service régulation du comportement des usagers de la route au Centre national de sécurité routière. C'est bien le CNSR. Merci également à vous, monsieur Adjovi. Auguste Adjovi, vous êtes le directeur des études de la réglementation et du contrôle de l'Alliance nationale des transports terrestres. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Nous repréciser l'esprit de cette mesure, pas de cette décision. Donc, on va parler de mesures qui existaient déjà et qui est remise au goût du jour pour contraindre désormais les populations, les usagers de la route à respecter l'orthodoxie en la matière. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous. Et sachez que juste après 5 sur 7 matin, la matinale de ce jour, on vous propose bien évidemment l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale. Osia Sounourou sera ici avec toute la grosse équipe de l'OETB mobilisée à Porto Novo pour faire vivre bien sûr l'événement. Tout de suite, les sports, une présentation de Blaise Adampo.